Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation spécialisé dans le domaine des medtech. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui pour présenter avec moi cet appel à projet, 3 intervenants que je m'en vais vous présenter. Côté des jeux, nous avons la présence de Madame Camille Tuvy. Camille, côté DGE, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis responsable du pilotage des deux grands défis robotiques et dispositifs médicaux implantables pour la DGE. Je reprends la suite d'Alexandre Benoît pour ceux qui auraient pu déjà échanger avec lui. J'ai en parallèle une casquette aussi sur la santé numérique plus largement. Merci beaucoup, Camille. Et côté BPI France, nous avons la chance de compter donc sur la présence de Peggy Rematier. Peggy, à toi. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis Peggy Rematier, je suis responsable sectoriel santé pour BPI France, à la direction de l'expertise. Je suis en fait référente pour le plan de dispositifs médicaux, qui est la stratégie de l'État pour les dispositifs médicaux pour le plan France 2030. Et puis, donc, je suis référente BPI France en termes d'instruction et de sélection pour cet appel à projet. Et pour compléter ce panel, merci beaucoup, Peggy. Adrien Boulic. Adrien. Bonjour à tous. Oui, alors je suis également chez BPI France et je travaille en binôme avec Peggy. Moi, je serai le coordinateur de cet appel à projet pour BPI France. Et donc, je coordonne aussi d'autres appels à projet dans le dispositif, plan de dispositifs médicaux. Mais donc, je serai le coordinateur pour tiers-lieu d'expérimentation. Merci à tous les trois. Avant de vous laisser la main sur le support de présentation qui va donc décrire cet appel à projet, quelques petites règles du jeu. Donc entre nous, la programmation du coup de ce webinaire se fait donc en 2 temps. Vous l'imaginez, en premier temps, présentation de l'appel à projet et description de celui-ci, des attentes, des prérequis et des enjeux qu'il porte bien évidemment par nos intervenants. Et dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir justement de créer une séance plus d'itération entre les différents participants et nos intervenants via le petit bouton que vous voyez normalement tous dans votre barre Q&R. Donc, favoriser la partie Q&R pour pouvoir justement interagir avec nos intervenants. Et donc, nous sélectionnerons les questions au fur et à mesure, faisons en sorte de les agréger pour pouvoir répondre au maximum à ces sujets. Ce webinaire sera retranscrit également, enfin retransmis ensuite en différé donc sur nos différents réseaux. Et au besoin, on peut bien évidemment vous faire suivre la présentation qui sera affichée ce jour, sachant qu'elle reprend, vous en doutez bien, dans les grandes lignes, les détails qui sont présents dans le cahier des charges de l'appel à projet. Si tout cela est clair pour chacun, je vous propose de commencer. Peggy, Adrien, Camille, par ce support. Un dernier point peut-être, au-delà de Médecine Paris Région, bien évidemment, ce webinaire vous est proposé donc par les membres du réseau Enosis, donc les membres de pôle de compétitivité santé au niveau national, représentés par Eurobiomed, BioVallée France, Lyon Biopôle et votre hôte aujourd'hui, Médecine Paris Région. Je vous passe la main, chers intervenants. Donc, je vais laisser. Donc, bienvenue à tous quand même pour ce webinaire. Donc, pour rappel, la relève sera le 17 mars 2026, mais on y reviendra. On évoquera, donc, comme Jonathan l'a dit, le contexte de cet appel à projet, les objectifs, les attendus des projets, ce que le jury sera en mesure d'attendre, les coûts éligibles et l'intensité des aides, et puis on reviendra aussi sur le processus, le calendrier, etc. En toute fin de présentation, avant de répondre à vos questions. Je vais laisser la main à Camille, qui va commencer sur le contexte. Merci Adrien. Oui, je vais aller rapidement sur le contexte, mais donc effectivement, pour rappeler le contexte de la présentation de cet appel à projet, donc il découle du plan d'investissement d'avenir France 2030, qui avait été doté de 7,5 milliards d'euros pour le secteur de la santé, parmi lesquels il y avait la verticale dont Peggy a parlé, qui est donc l'accélération du développement et de la commercialisation des DM innovants, donc le plan DM, duquel découlent les deux grands défis dont je suis la pilote. Le grand défi robotique chirurgicale
chirurgicales et le grand défi dispositifs médicaux implantables. Les objectifs du PIA France 2030 au sens large étaient de stimuler le développement des entreprises, de favoriser l'émergence de leaders français et de participer à la réindustrialisation de la France dans les industries de santé. Donc, dans ces deux grands défis, l'idée avait été par Alexandre donc d'identifier les verrous pour ensuite mettre en place des objectifs et des actions. Donc, les 4 grands objectifs majeurs dans le cadre du grand défi DM implantable étaient l'accompagnement du développement de DM implantables innovants, de diminuer l'empreinte environnementale liée à l'utilisation de DMI au bloc opératoire, ce qui est d'ailleurs un objectif pour lequel il y a un appel à projet qui est en cours, dont la révèle était la semaine dernière. L'objectif 3 qui nous intéresse aujourd'hui, de favoriser le rapprochement intersectoriel pour stimuler l'innovation. Et l'objectif 4, d'attirer les ingénieurs dans le domaine des medtech. Ce travail a aussi été fait sur le grand défi DM robotique. Donc, la slide d'après, s'il te plaît. Merci, Adrien. Donc, pareil, même méthodologie, des objectifs, encourager le développement de la robotique innovante, faciliter l'accès au marché, favoriser les rapprochements intersectoriels, ce qui est le même objectif que l'autre grand défi, et développer les programmes de formation. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse vraiment spécifiquement à favoriser les rapprochements intersectoriels pour stimuler l'innovation, qui répond à un verrou, qui est la fragmentation des efforts et le manque de collaboration. Donc, vous pourrez comprendre que cet appel à projet, il est transverse sur ces deux grands défis. L'idée générale était est partie d'un constat qui est que l'innovation en medtech est en pleine expansion, mais qu'il y a peu de lieux pour tester en conditions réelles ces innovations, qu'il y a un manque de collaboration structurée entre les différents acteurs sur le développement de ces innovations, ce qui mène à des difficultés d'intégration de ces technologies et donc un frein au passage du prototype au marché, lié à des problématiques d'évaluation clinique, évaluation médico-économique, etc. Donc, en fait, le vrai constat de tout ça, c'est qu'il y a une absence d'espace pérenne pour expérimenter, évaluer, co-développer ces dispositifs. Or, c'est un enjeu stratégique national qui a été identifié. Et d'ailleurs, cet appel à projet qui vient donc soutenir l'innovation medtech face aux défis du terrain et face à ces enjeux qu'on a identifiés, vient en complémentarité avec des initiatives dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur le numérique, qui avait été portées majoritairement par la DNS, qui avait donné lieu à un appel à projet sur les tiers-lieux d'expérimentation numérique. Je vais laisser donc BPI vous présenter un peu plus spécifiquement cet appel à projet. T'as ton micro coupé, Oui. Peggy. Excusez-moi. Donc, les objectifs de l'appel à projet, c'est de créer et de développer des tiers-lieux d'expérimentation medtech qui soient pérennes. Et on l'a dit, de favoriser le développement et aussi l'intégration des technologies médicales au sein des établissements de santé. Donc l'objectif pour l'État, c'est encore une fois mettre en place, mais aussi pérenniser ces tiers-lieux d'expérimentation, des espaces collaboratifs, pour qui surtout deviennent des structures pérennes. Donc ça fait 3 fois que je répète le mot. Donc c'est vraiment un objectif très, très important de montrer la manière dont le tiers-lieu pourra survivre dans le temps via un certain nombre de critères, mais de gouvernance, de modèles économiques et d'organisation du tiers-lieu. Pour le tiers-lieu, il y a, je dirais, 3 grands objectifs. Le premier, et comme l'a dit Camille, c'est renforcer des collaborations avec des partenariats entre industriels et établissements de santé, professionnels de santé, universités et centres de recherche. Et l'objectif, c'est de permettre de développer des solutions médicales qui sont vraiment adaptées aux besoins, avec notamment des enjeux de co-construction et de co-développement des solutions entre partenaires et parties prenantes. Le deuxième grand point, c'est de pouvoir évaluer, mesurer l'impact clinique, l'impact médico-économique et je dirais même aussi l'impact organisationnel des innovations. Grâce à ces tiers-lieux et dans l'objectif de justifier une adoption à grande échelle, de démontrer l'impact, quel qu'il soit, sur le système de soins globalement. Et puis enfin,
in fine, finalement, l'objectif, c'est d'accélérer le transfert vers le marché et finalement de faciliter le déploiement, l'achat des solutions par les établissements de santé et la commercialisation par les industriels. Donc voilà, après vous avoir dit ça, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on attend comme projet? On attend des projets de tiers-lieux qui ont pour mission de développer, tester et valider en conditions réelles les dispositifs médicaux innovants en robotique chirurgicale ou des dispositifs médicaux implantables. Je sais que ça a été le sujet de plusieurs questions et je vais peut-être répondre maintenant à la question en prévision de tout à l'heure, mais donc ça peut être et dispositifs médicaux implantables et robotique chirurgicale dans un même projet, mais il faut toujours faire attention et bien justifier, expliquer ce choix, les gains, etc., de faire ça comme ça. Bref, ils doivent démontrer donc leur capacité à transformer les pratiques cliniques et à optimiser l'organisation des soins, tout en générant des retombées médico-économiques mesurables et significatives, comme le disait Peggy. Donc, grosso modo, en 3 points, les tiers-lieux attendus doivent réunir une diversité d'acteurs pour co-construire et évaluer les dispositifs médicaux innovants, doivent favoriser une démarche de co-conception, Peggy l'a déjà dit, mais où les besoins des utilisateurs finaux, donc les chirurgiens, les équipes de bloc opératoire, etc., et les besoins des patients sont intégrés à chaque étape du développement. Et puis ensuite, mettre en œuvre des expérimentations en conditions réelles, vous l'aurez compris, les évaluer et contribuer à leur accès au marché. Plus spécifiquement sur l'éligibilité à proprement parler, donc les projets qu'on attend devront être collaboratifs uniquement, puisque donc dans cette collaboration, les chefs de file seront les établissements de santé, publics ou privés, et donc ce sont eux qui exploitent le tiers-lieu. Après, autour de ce chef de file établissement de santé, donc viendront en partenaire des entreprises, au moins une et maximum 5 entreprises en tant que partenaires, dont les solutions font l'objet des projets d'expérimentation, donc au sein de ce tiers-lieu. On note, il est important de noter que les autres structures qui participent aux activités de fonctionnement du tiers-lieu d'expérimentation ou à la réalisation des cas d'usage seront considérées comme sous-traitantes du chef de file pour cet appel à projet. Et puis voilà, sur la durée donc, du projet, ce sera maximum 48 mois pour être éligible et un budget total supérieur à 1 million d'euros. Voilà. Alors, non, en termes de sélection, ce que le jury attendra, il y a beaucoup de choses, beaucoup de critères qui sont importants pour nous. D'abord, il y a la clarté, la cohérence du programme et de sa présentation, donc qui doit être en adéquation avec les attentes du cahier des charges. L'ambition, on regardera aussi l'ambition des propositions qui sont soumises en termes d'objectifs du tiers-lieu. La pertinence et la démarche d'expérimentation au regard du projet d'établissement, la qualité de l'expertise médicale et technico-économique, donc la capacité à constituer un réseau d'intervenants solide, varié, qui maximisera l'impact du projet et du programme. On attend aussi que le dispositif de gouvernance du tiers-lieu soit de qualité, mais surtout lisible, ce qui est très important. Au niveau du calendrier, donc détaillé, réaliste, c'est-à-dire un plan d'action crédible avec des échéances intermédiaires, des objectifs mesurables, etc. Bien évidemment, on regardera la viabilité économique du tiers-lieu, l'analyse des besoins des utilisateurs, c'est-à-dire que quelle méthodologie pour identifier les besoins et afin que les solutions soient alignées avec les attentes. La méthodologie sur la mesure d'impact des projets, comment vous mesurez le bénéfice clinique ou organisationnel des projets, comment vous mesurez l'impact médico-économique, comment vous faites pour mesurer le potentiel de déploiement commercial, voilà, et ce en restant objectif, donc avec une méthodologie, des méthodes objectives. On regardera, et ce sera important aussi, comment vous prenez en compte sérieusement des critères éthiques et la conformité RGPD dans la sélection et la conduite des projets, et puis comment vous intégrez enfin, en tout cas, on regardera l'intégration d'objectifs de durabilité dans la gestion du programme.
Voilà, et donc pour le fonctionnement et les projets d'expérimentation du tiers-lieu, bon là encore, mais c'est toujours la même chose bien sûr, et vous avez peut-être déjà participé à d'autres appels à projets, mais donc de la méthode et de la rigueur, notamment ici dans la sélection des projets, hein, donc démarche claire, rigoureuse, explicitement décrite. Encore une fois, l'objectif c'est que BPI France et le jury, puisque BPI France sera accompagné d'experts externes au stade des auditions, que le jury comprenne ce que vous faites, vos choix, etc. Les objectifs et l'impact des projets identifiés, hein, donc on regardera les objectifs, les retombées attendues, le caractère réplicable et innovant des projets, la capacité des partenaires à mettre en œuvre leurs projets, donc voilà, les déployer avec des garanties sur les ressources organisationnelles, humaines, financières et matérielles, l'accompagnement réglementaire qui sera proposé pour s'assurer de la conformité des projets, et à nouveau, on le répète, mais là, on regardera aussi à quel point les projets sont dans la thématique robotique chirurgicale ou dans la thématique DM implantable, avec un niveau de maturité qui est attendu de 4 à 7, enfin TRL 4 à 7, quoi. Voilà. Peggy, Alors, oui, merci. Je vous rappelle aussi ici les coûts éligibles et l'intensité d'aide, parce que comme il y a plusieurs partenaires qui sont associés à des activités différentes, les coûts éligibles sont différents pour les différents partenaires. Donc, le premier, c'est le chef de file. Le chef de file donc, peut déposer des dépenses qui sont des dépenses soit d'investissement ou de fonctionnement du tiers-lieu. Donc, c'est finalement une définition classique d'investissement en actifs corporels ou incorporels, principalement des machines, des équipements, mais des brevets aussi, des licences, s'il y en a. Et puis des coûts de fonctionnement, les frais de personnel ou administratifs qui sont liés à la gestion des installations principalement du tiers-lieu d'expérimentation. Et donc, les intensités d'aide sont tout à fait, je dirais, classiques, hein. Donc, pour les établissements qui ont des activités non économiques, l'intensité d'aide est soit 100% des coûts marginaux si l'établissement dépose avec des coûts marginaux, soit 50% des coûts complets si l'établissement dépose en coûts complets. Ça, c'est un choix qu'on fait une bonne fois pour toutes pour les établissements, pour toutes les aides, hein, France 2030. Et ensuite, par contre, si on a un établissement qui est considéré comme activité économique, alors à ce moment-là, vous avez des taux d'aide là, de 50 à 65%, qui dépendent de la zone dans laquelle est installé l'établissement. Et ça, pour le détail, on voit ça en instruction. C'est les zones AFR. Vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est qu'une zone AFR. Ou sinon nous contacter. Ensuite, pour les partenaires, donc industriels ou autres, les partenaires, je dirais, ils proposent un projet d'expérimentation qui est réalisé dans le tiers-lieu. Et donc, les coûts éligibles sont les activités de recherche et développement qui sont réalisées pour réaliser ce projet d'expérimentation. Donc, celle-là aussi, c'est classique pour les régimes, nos régimes d'aide de recherche et développement. Donc, les frais de personnel sont éligibles, les coûts des instruments utilisés pour les projets, et donc ce sont des amortissements qui sont déposés, les consommables et les coûts de sous-traitance et aussi les frais connexes. Voilà. Et donc, on a toujours finalement, pour les activités non économiques, le même système, hein, 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Et pour les activités économiques, c'est-à-dire les entreprises, des taux qui sont différents en fonction du statut de l'entreprise, qu'elle soit petite entreprise ou grand groupe ETI. Donc, 60% pour les petites entreprises, 50% pour les moyennes entreprises, et pour les grands groupes ou les ETI, 40% d'aide. Donc, pour terminer, donc le calendrier, alors c'est un processus en 2 phases assez classique France 2030. Tous les appels à projets ne sont pas comme ça, mais la majorité d'entre eux le sont. C'est-à-dire d'abord une présélection et des auditions à partir d'un dossier allégé, donc un premier dépôt.
de dossiers. Et puis ensuite, si vous passez ces 2 premiers fils de la présélection et de l'audition, vous arriverez en instruction approfondie. Et pour commencer cette instruction approfondie, on vous demandera un dossier encore plus complet que celui que vous aviez fourni dans un premier temps, avec des pièces administratives supplémentaires notamment, mais surtout un détail bien plus important des dépenses, des lots, etc. Donc, ce qui fait que si on a une relève au 17 mars, ayez à peu près en tête que la présélection, la fin de la présélection BPI France sera effectuée à peu près jusqu'à mi-avril. Les auditions auront lieu autour de mi-mai. Le dépôt du dossier complet sera autour de mi-juin. L'instruction durera ensuite juin, juillet, août, grosso modo, sachant qu'il faut compter qu'il y a la période estivale qui viendra complexifier un peu les échanges forcément, mais donc on se donne un objectif de fin d'instruction vers début septembre et une décision de financement dans la foulée au comité interministériel qui suivra cette fin d'instruction. Au niveau du dossier, alors je vais plutôt me focaliser sur la partie gauche de la slide, le dépôt de dossier allégé, puisque pour le dépôt de dossier complet, on y reviendra plus tard avec les projets qui arriveront à l'instruction approfondie. Mais donc pour ce dépôt de dossier allégé, on attend, et ça c'est la pièce majeure, c'est votre présentation synthétique du projet. Alors le terme synthétique, on vous demande effectivement beaucoup de choses, et j'ai listé les critères qui étaient importants pour le jury, etc. Mais donc, c'est dans cette présentation que vous devez donner un maximum d'éléments à BPI France pour comprendre le projet, comprendre les projets d'expérimentation, mais le projet de tiers-lieu dans son ensemble. Donc, c'est environ 30 slides et vous retrouverez de toutes les façons tout ce dossier de candidature et d'ailleurs le cahier des charges aussi sur le site internet de l'appel à projet. Vous tapez tiers-lieu d'expérimentation BPI France sur internet et vous trouverez. Et donc, pour accompagner cette présentation, des documents plutôt liés aux structures, mais donc la fiche de demande d'aide par partenaire, les prévisions économiques, la grille d'impact. Là, vous voyez qu'il y a des petits logos pixels, c'est parce que ces trois documents, en quelque sorte, sont à remplir directement sur notre plateforme Pixel, notre plateforme de dépôt de dossier. Et puis ensuite, votre liasse fiscale, le dernier rapport du commissaire aux comptes et, comme de toutes les façons, on est sur des projets collaboratifs, des conventions de mandat avec les différents partenaires. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette présentation et maintenant, on va écouter vos questions. Tentez d'y répondre. Merci infiniment à tous les trois. On a donc plusieurs questions dans le Q&R. Je m'attache à les trier. Donc, on a 3 typologies peut-être de questions, en tout cas 3 grands chapeaux de questions aujourd'hui, des questions en lien avec la hiérarchie finalement, ou l'organigramme qui doit être établi dans le cadre de cette réponse à appel à projet, la relation avec les CHU notamment également, et enfin plusieurs questions forcément sur le volet financier de l'enveloppe liée à cet appel à projet. Je vais les prendre dans l'ordre tel qu'elles sont venues peut-être, mais voilà, sur le volet de la hiérarchie, on a une question qui dit, au-delà du chef de file, les partenaires ne sont-ils que des partenaires privés? Par exemple, si une université participe à un tiers-lieu ou est partie prenante de la mise en œuvre d'un projet expérimentation, celle-ci sera de facto prestataire du chef de file? Oui, alors il faut. Alors si l'université participe à la réalisation du projet d'expérimentation, alors à ce moment-là, effectivement, elle n'est pas considérée comme ce que nous on appelle partenaire, mais sous-traitant. C'est-à-dire que toutes les entités qui participent à la réalisation du projet d'expérimentation, autres que le chef de file, doivent se présenter dans cet appel à projet comme sous-traitant. En revanche, si une université a un projet elle-même, elle a une technologie et elle-même un projet d'expérimentation, alors à ce moment-là, il peut être présenté en tant que projet d'expérimentation et donc partenaire du chef de file. Ok, très bien. Il y a une question également sur le volet de la relation. Y a-t-il un moyen d'accélérer le lien avec les CHU lorsqu'une proposition du monde privé existe mais n'arrive pas à trouver un établissement hospitalier capable de s'accorder sur le sujet, notamment pour des questions de disponibilité, notamment du CHU, de surcharge du travail, on le sait bien, du côté des établissements hospitaliers. Je peux peut-être commencer à amorcer la réponse, si vous le voulez bien, côté pôle de compétitivité. Dans ces cas-là, n'hésitez pas justement à faire appel à vos partenaires pôles de compétitivité au niveau de vos régions respectives.
On est là notamment pour faciliter peut-être ce lien avec vos interlocuteurs, trouver les bonnes personnes à qui parler, parce que les personnes qu'on a finalement en relation au sein de l'établissement hospitalier ne sont pas forcément les personnes qui seront porteuses du projet. Donc ça permet également d'avoir, on va dire, d'ouvrir le dialogue et d'avoir un moyen d'optimiser et d'accélérer donc ces capacités de déploiement de consortium. Est-ce que côté des jeux ou BPI France, il y a un complément potentiellement là-dessus? Il y a des... Je peux peut-être compléter un peu, mais Camille, il y aura peut-être d'autres points. Moi, il existe aussi alors, si votre projet est un projet associé à l'expérimentation clinique, il existe des réseaux d'expérimentation clinique. Je pense à FCRIM, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, rapprochez-vous peut-être de ces réseaux. Et ensuite, je comprends que vous êtes une entreprise. L'Agence de l'innovation santé aussi peut être un relais pour trouver les bons interlocuteurs. N'hésitez pas à prendre contact avec eux aussi. Oui, c'est ce que j'allais effectivement signaler, c'est que l'AIS, l'Agence de l'innovation en santé, est aussi là, dans le cas où vous êtes une entreprise, pour orienter vers les meilleurs interlocuteurs, les meilleurs guichets, en fonction des types de projets. Et ensuite, dans un second temps, en l'occurrence, la direction générale des entreprises, dont je fais partie, peut aussi participe aussi à ça et à orienter les entreprises. Donc, vous pouvez passer par eux ou par nous pour qu'on vous oriente au mieux. Sur le volet des activités économiques, donc forcément et du financement, on a plusieurs questions. Bon, tout d'abord, y a-t-il tout de même un budget maximum attendu côté BPI France? Et je vais compléter la question avec d'autres qui sont relativement liés. Combien de projets d'expérimentation sont attendus par tiers-lieu? Et est-ce que le budget de 1 million correspond-il au financement global du tiers-lieu et des projets? Je vais répondre, mais peut-être Camille, tu pourras compléter si j'oublie des choses. Donc, le budget minimum de 1 million d'euros, c'est effectivement global de tout le projet. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est dans l'ordre inverse. Combien de projets maximum d'expérimentation? Alors, en stricto sensus, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'un nombre de projets maximum. Pardon, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas un nombre maximum de projets d'expérimentation. En revanche, on a un maximum de partenaires. Parce que, d'expérience, on sait que quand on a un projet collaboratif comme ça, s'il y a trop de partenaires, c'est compliqué et l'issue est pas toujours bonne. Donc, il y a 5 partenaires maximum, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et en revanche, vous pouvez avoir un partenaire, par exemple industriel, qui propose dans le projet global plusieurs projets d'expérimentation. En revanche, il faut quand même aussi s'assurer, si le partenaire industriel propose plusieurs projets d'expérimentation, il faut s'assurer notamment, au-delà de tous les autres critères, de la capacité notamment financière de l'entreprise à mener ces différents projets. Et la première question... C'est ce que j'allais dire, Peggy, au cas où tu l'avais oublié. C'était... non, mais je ne me rappelle plus. Ah, c'était le budget maximum. Et en fait, il n'y a pas de budget maximum. Voilà. Merci. Super, merci à vous. Question suivante, d'ailleurs, toujours sur la partie budgétaire. Pour un partenaire public, le coût de personnel permanent est-il éligible? Ah oui, ok. Je comprends votre question. En fait, non, le coût des personnels permanents n'est pas éligible pour l'établissement public et c'est ce qui fait la différence parce que vous présentez des coûts en coûts marginaux. Donc, les coûts marginaux, c'est effectivement les coûts hors personnel ayant un contrat, je dirais, déjà payé par l'État. Voilà. Peut-être même question, complément de question, les CDI pour les chefs de file sont-ils éligibles? Je crois que c'est également ressorti. Alors, oui, donc vous voulez dire, si vous parlez d'un CDI d'un établissement public, non, ils ne sont pas éligibles. Alors, sauf si l'établissement présente des coûts en coûts complets. Parce que complet, ça veut dire effectivement tous les coûts. Marginaux, ça veut dire ce qui n'est pas déjà payé d'une certaine manière par l'État.
Mais c'est vrai Je vois. attendez, et juste une précision, Vas-y, en vas-y. général, hein, encore une fois, c'est en général, il peut y avoir des exceptions, mais les établissements publics présentent des coûts marginaux, en général. Je rebondis sur une autre question, donc potentiellement, je pense qu'en lien avec ça, pourriez-vous clarifier ce qui relève des activités économiques et non économiques du point de vue d'un établissement de santé? Oui, alors en fait, quand on parle d'activité économique, on définit cette activité par rapport à l'établissement global. C'est pas, on n'est pas en train de définir des activités économiques ou non économiques au sein même d'un établissement. C'est-à-dire qu'un établissement de santé a soit une activité économique ou non économique. Donc typiquement, une entreprise a une activité économique, elle a un chiffre d'affaires et elle fait des bénéfices. Un établissement de santé publique, c'est un établissement qui a une activité non économique. Voilà. Alors après, cette distinction entre économique et non économique, soit c'est très très clair, soit s'il y a des doutes, nous, on l'étudie donc au cas par cas avec, dans les dossiers pendant la phase d'instruction. Et si besoin, on a des allers-retours avec les entités qui ont déposé le projet. Ok, très bien. Je regarde un petit peu les questions. Vous répondez plus vite que je n'arrive à agréger les différentes thématiques, donc je suis un petit peu embêté, mais on va le faire. Pour les épiques, est-ce qu'on est en coût complet? Pour les épiques, est-ce que vous êtes en coût complet? En fait, moi, je ne peux pas le savoir parce que c'est une décision de l'EPIC en soi-même, de se déclarer et de présenter des coûts en coûts complets ou en coûts marginaux. Donc, globalement, je ne peux pas vous répondre. En revanche, je sais qu'il y a, je connais un certain nombre d'EPIC qui déposent plutôt en coûts complets. Mais ça, encore une fois, c'est à voir avec, je dirais, la direction de votre équipe, de votre EPIC. Et les habitudes aussi. Parce que normalement, une fois qu'on a décidé de déposer dans un certain type de coût, on doit continuer à déposer de la même manière. Alors, on a d'autres questions, quelques dernières questions qui restent. Capacité des partenaires à déployer les projets d'expérimentation. Est-ce qu'on entend ici que le chef de file, est-ce qu'on entend ici de la part du chef de file et de ses sous-traitants? Et donc, complément de cette question, puisque les industriels du consortium ne sont pas impliqués dans le déploiement. La présentation des sous-traitants n'est pas mentionnée dans la trame du dossier de candidature. Est-ce donc optionnel? Donc, première question, est-ce que la capacité de déploiement doit être portée par le chef de file et les sous-traitants? Et deuxième question, vu que les sous-traitants ne sont pas mentionnés dans la trame, est-ce qu'ils sont optionnels ou obligatoires? Donc, la capacité de déploiement. Donc, la capacité de déploiement, en fait, elle est associée. Non, enfin, je pense qu'elle est, enfin, dans votre question, je pense qu'elle est principalement associée à la capacité de l'entreprise ensuite à déployer la solution dans différents établissements, mais c'est aussi associé, je dirais, au design de l'étude, clinique ou non, qui est proposé dans le projet d'expérimentation. Est-ce que ce projet d'expérimentation est-ce que les résultats du projet d'expérimentation, je dirais, permettent je dirais, de convaincre au-delà du périmètre dans lequel le projet a été expérimenté. Alors, on a deux autres typologies de questions, plutôt une typologie sur les types de projets et l'autre plutôt sur la chaîne de valeur du coup de ces projets. Sur les typologies de projets, certaines personnes souhaitaient savoir si la robotique en imagerie interventionnelle était dans le scope. Et on a une autre question qui demandait si on parlait de la conception d'un DM ou d'un type de DM en particulier. Est-ce que la conception, j'imagine que la question est, est-ce que la conception du DM rentre dans le volet de l'expérimentation également? Donc, la robotique interventionnelle est dans le scope de l'appel à projet. Je vois Camille qui et ensuite, est-ce que la... Oui. Et puis, est-ce que la conception de dispositifs médicaux robotiques ou implantables est inclus? Effectivement, s'il y a
Moi, je dirais qu'en fait, le tiers-lieu, finalement, propose un certain nombre de services, dont des services de co-conception. Donc, si effectivement l'industriel propose un projet pour lequel le tiers-lieu et ses partenaires sous-traitants proposent une offre, eh bien, a priori, il est éligible. Enfin, il est éligible. C'est effectivement ce qu'on attend. Mais ça rebondit également sur une autre question. Donc, est-ce que le tiers-lieu doit couvrir toute la chaîne de développement vers la commercialisation du DM ou peut-il seulement couvrir une partie comme la validation des DM? Alors, je pense que alors Camille, je pense que c'est important peut-être que après tu rebondisses à ma question, mais à ma réponse. Je pense que c'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'un tiers-lieu peut effectivement ne pas présenter des offres sur toute appelons-la la chaîne de valeur du développement. En revanche, c'est vrai que c'est quand même je dirais un avantage et aussi je dirais un certain degré d'ambition que de pouvoir présenter des offres qui puissent répondre aux différents besoins de développement de l'entreprise au fur et à mesure du développement du produit. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense on sera pas excluant. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire qu'il faut absolument tout couvrir pour pouvoir déposer un dossier. Néanmoins, une certaine ambition, et ça effectivement sera regardé, et on cherche à quand même créer des structures qui ont des modèles, bon déjà on l'a répété plusieurs fois, qui permettraient d'être pérennisés, et auquel cas il faudrait quand même pouvoir démontrer d'un accompagnement, j'imagine, assez large de ces technologies de santé, parce que voilà, le cœur de cet appel à projet, c'est quand même de créer des structures qui puissent accompagner le plus largement possible sans que ce soit excluant, et en montrant un modèle économique qui soit viable sur l'offre qui est proposée. Parce que effectivement, il faut être aussi assez solide là-dessus. Et voilà, il faut que ce soit assez engageant et que ce soit une structure qui soit assez en capacité d'offrir quelque chose qui sera demandé derrière et qui permettra de générer des innovations. Ça reste quand même ça le cœur de l'appel à projet. Ça répond notamment à une des questions qu'on a vu apparaître, hein, c'est industriels et partenaires. N'y a-t-il pas à terme des risques de concurrence dans le cadre d'une vision pérenne vis-à-vis d'autres industriels? L'objectif, de ce que je comprends de ces explications, n'est pas justement d'être exclusif à un pool d'industriels, mais finalement de pouvoir faire au fur et à mesure de l'eau, une fois que le modèle sera, on va dire, plus robuste, solidifié avec le temps, après sa mise en place, faire rentrer d'autres industriels justement dans ces cadres de projets d'expérimentation au sein du tiers-lieu, afin justement d'avoir une porte unique d'entrée, en tout cas favoriser une porte unique d'entrée pour l'expérimentation dans un milieu hospitalier ou donc là dans un milieu médical pour ces acteurs de la robotique d'un côté, du DM implantable de l'autre. C'est bien ça? Oui, oui, enfin, pour moi, tout à fait, oui, c'est bien le cadre. Là, en l'occurrence, on souhaite qu'il y ait des partenaires avec des industriels pour pouvoir tester, expérimenter, mais le tiers-lieu a vocation à pouvoir accompagner d'autres entreprises, à avoir une structure qui puisse, à plus long terme, au-delà de son accompagnement d'une entreprise aujourd'hui, pouvoir démontrer une capacité d'accompagnement de futurs projets, voilà, à plus long terme. Et d'ailleurs, justement, c'est aussi pour ça qu'on insiste vraiment sur la pérennisation de ces structures. C'est que dans le temps, elles doivent pouvoir avoir un modèle économique qui leur permet de se maintenir dans le temps et de pouvoir accompagner des projets et d'être une vraie porte d'innovation et d'accompagnement des entreprises à développer de l'innovation au plus près des centres hospitaliers et voilà, des patients. On a d'autres questions qui se sont rajoutées avec le temps. Alors, sur les aspects de conception d'un dispositif médical, ne faut-il pas être au moins TRL4? Oui, c'est ce qui est écrit dans le cahier des charges, effectivement. Très bien. Pouvez-vous clarifier la différence entre partenaires et sous-traitants dans les projets d'expérimentation? Oui, les partenaires sont les entités donc industrielles
ou bien universités ou établissements qui, en fait, ont développé un dispositif médical et qui souhaitent le tester dans le tiers-lieu. Ensuite, les sous-traitants sont les établissements, les entités qui participent disons, aux tests, aux offres, à la réalisation des offres du tiers-lieu. J'ai aucun retour, donc je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais en tout cas, les personnes qui réalisent les offres pour un industriel sont considérées comme sous-traitants dans cet appel à projet. La différence entre porter le projet et venir en soutien de ce projet, finalement, c'est là où on trace la ligne entre deux sous-traitances versus partenaire porteur du projet. Très clair. Justement, pourriez-vous décrire des exemples qui existent déjà, pas forcément d'exemples de sous-traitance versus porteur de projet, bien sûr, mais des exemples de tiers-lieux peut-être qui existent, ou d'activités similaires à des tiers-lieux qui existent aujourd'hui? Oui, enfin, alors, il y a les tiers-lieux qui ont déjà été financés via un autre appel à projet qui est opéré par la Banque des territoires. Donc, ce sont les tiers-lieux d'expérimentation numérique. Donc, Camille, encore une fois, dis-moi si je me trompe, mais je dirais que la philosophie est un peu la même si effectivement, ici, on ne propose pas une offre. L'offre peut être un peu différente parce que les produits sont quand même bien différents. On est sur des équipements et des implants versus des solutions numériques. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans l'introduction. Effectivement, cet appel à projet sur les tiers-lieux d'expérimentation numérique, il a été conçu dans une autre activité sectorielle du plan France 2030, qui est la stratégie d'accélération santé numérique. Mais c'était effectivement le même concept. C'était de venir tester des solutions numériques dans des établissements et donc avec un fonctionnement globalement similaire à ce qu'on propose aujourd'hui sur un autre secteur. Et d'ailleurs, ça tombe bien de poser cette question parce que on en a déjà discuté en amont de cette présentation. Dans le cadre où des tiers-lieux d'expérimentation numérique seraient déjà financés et développés dans certains établissements qui voudraient contribuer à cet appel à projet, il n'y aurait aucun problème à recevoir ce type de projet. Néanmoins, il faudrait quand même s'assurer de... C'est-à-dire que on a une incitation quand même à ce que vous aussi, si vous en avez la possibilité, à ce que vous vous rapprochiez de ces structures-là qui ont été financées et qui ont du coup une base déjà dans ces établissements pour qu'on puisse ensuite déterminer ce qui peut être financé dans le cadre d'un appel à projet dédié à la robotique et aux implants, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le même domaine, donc on maintient qu'on pourra financer ces projets-là dans des établissements qui auraient déjà été financés par des tiers-lieux numériques, mais c'est les mêmes types de structures, donc vous pouvez tout à fait vous en rapprocher. On a encore d'autres questions, un webinaire qui est survolté aujourd'hui. On a plusieurs questions, donc, notamment sur la répartition ou sur, on va dire, l'équilibrage des forces. Est-ce qu'un tiers-lieu peut avoir deux plateformes d'expérimentation sur deux lieux différents? Et je vais vous poser peut-être 2-3 questions à la suite, parce que je pense qu'elles sont globalement liées les unes aux autres. Est-ce que les études cliniques également multicentriques européennes sont éligibles comme projet d'expérimentation? Alors, est-ce que le tiers-lieu peut finalement être sur deux lieux? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Oui, pour moi, tant que c'est Voilà. cohérent au regard de ce qui est proposé, c'est-à-dire que la question pourrait être posée sur, par exemple, deux sites qui n'auraient pas les mêmes compétences et qui pourraient apporter deux choses différentes sur les expérimentations, ça pose pas de problème, tant que c'est cohérent avec l'objectif du projet qui est déposé dans le cadre de cet appel à projet. Mais il n'y a pas c'est pas excluant, oui, ça peut y avoir différents lieux. Donc des enjeux d'un côté de complémentarité, on imaginait assez aisément, de l'autre côté également de clarté dans la gouvernance et l'organigramme qui va en découler. Oui, il faut que ce soit clair, expliqué et justifié, mais s'il y a un enjeu de compétence et de complémentarité entre différents sites, on n'y voit pas d'inconvénient. Ensuite, oui, vous parliez des études cliniques multicentriques européennes. En fait, elles sont éligibles. Après, il faut, en revanche,
Je veux dire, vous pouvez les déposer. En revanche, uniquement les coûts en France dans le tiers-lieu sont éligibles. On avait déjà parlé donc concernant les TLE lauréats, avoir une idée du nombre attendu de tiers-lieux qui seront lauréats à ce stade. Donc vous l'aviez dit tout à l'heure, on privilégie la qualité au-delà de regarder la quantité en tant que telle. Donc si on a bien compris, l'objectif c'est que l'enveloppe qui va être qui vous est fixée donc peut être utilisée soit d'un coup, soit selon la qualité des projets, potentiellement reconduire. On en avait déjà parlé. Se taper la projet dans le futur si la qualité des projets n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a encore des attentes complémentaires qu'on pense nécessaire d'aller retravailler. Je vois qu'il y a une dernière question également là-dessus, c'est est-ce que potentiellement on pourrait retenir pour financement qu'une partie des projets d'expérimentation proposés? Oui, Camille. Oui, alors enfin, déjà sur la première partie, effectivement, je me permets d'insister, effectivement, on n'a pas d'objectif chiffré de tiers-lieu à développer. On a une enveloppe et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des projets les plus qualitatifs possibles. Donc voilà, c'est notre seul objectif. Voilà, il n'y a pas de chiffre déterminé. Et j'ai déjà oublié la deuxième partie de la question. Qu'est-ce qu'on se disait? Est-ce que certains projets d'expérimentation Ah oui. pourraient ne pas être retenus? Donc là, j'imagine que dans l'idée, c'est si vous présentez avec plusieurs partenaires et projets d'expérimentation au sein du tiers-lieu dans le cadre de cet appel, euh, sous le contrôle de pays, tu pourras compléter, mais je pense qu'on peut challenger et il me semble, et si on considère que certaines expérimentations ne sont pas suffisamment soit documentées ou justifiées, on peut, à mon avis, il me semble qu'on pourrait challenger venir demander à ce que le projet soit resizé en fonction des retours qu'auront les experts indépendants et ministériels. Oui, c'est ça, Camille. Ce sont des travaux qui se font dans le cours de l'instruction du projet. Et il se peut qu'au cours de l'instruction, suivant, comme tu l'as dit, le retour des experts que nous mobilisons, certains projets pourraient être écartés. Très bien. Je reviens sur les questions justement budgétaires, hein. Faudra-t-il donc prévoir un budget pour rémunérer les sous-traitants qui réalisent les services? Euh, oui, effectivement, les coûts des entités qui réalisent les services, donc qui vont réaliser les projets d'expérimentation, sont présentés dans la base de données financière en tant que coût de sous-traitance. Et les sociétés partenaires doivent-elles être françaises? Question de souveraineté. Les sociétés partenaires, alors oui, parce qu'en fait, les sociétés partenaires sont donc des déposants et nous aidons les entités françaises. Question également demandant le montant de l'enveloppe allouée pour l'appel à projet. Pardon? Ah oui, Pardon, quel est le montant? excusez-moi. Je me retourne vers Camille. Je ne sais pas si une communication a été faite à ce sujet. Non, il n'y a pas de communication qui a été faite et a priori, il n'y en aura pas spécifiquement. Ok. Dépendra donc également en effet des projets qui arriveront et de la qualité de ceux-ci, j'imagine, pour pouvoir évaluer les projets. Je regarde. Ah, pardon. Est-ce que l'utilisation dans un but diagnostique ou thérapeutique d'un médicament radiopharmaceutique, vu également comme un dispositif médical implantable actif, est éligible? Alors, pour l'instant, en tout cas, les médicaments radiopharmaceutiques n'ont pas été envisagés comme des dispositifs médicaux, en tout cas au sens de la verticale de la stratégie du plan DM. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Non, effectivement, c'est pas à ma connaissance.
Bien, et je pense que c'était la dernière question, commentaire que j'ai vu. Vous mentionnez que le TLE doit pouvoir accompagner du développement jusqu'à la validation du dispositif médical, mais dans l'appel à projet, le niveau TRL est au minimum donc de 4. Ça, on l'a vu un peu plus tôt. Or, le développement d'un concept techno est plutôt de l'ordre TRL 2, TRL 3 à ce sujet. Pas trop une question, plutôt un commentaire. Est-ce que, j'imagine que la question derrière est, est-ce que le niveau de TRL finalement doit être explicité comme arrivant au moins, on va dire, répondant au moins aux critères TRL 4, ou est-ce qu'un projet plus amont peut être associé à un co-développement par le tiers-lieu d'expérimentation et donc faire l'objet d'une soumission à l'appel à projet? C'est une bonne question. En fait, ces TRL4, on les a envisagés associés à la technologie en elle-même, donc et aux briques technologiques. C'est-à-dire que si on a donc un produit qui est globalement quand même, donc c'est un robot ou un implant, on envisage que les briques technologiques qui composent ce robot ou cet implant sont quand même relativement développées, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du labo en soi. Sortis du labo, sont en tout cas, sont à TRL 4, c'est-à-dire qu'il y a eu une première preuve de concept sur les briques, mais pas sur le système en entier. Donc en soi, on envisage quand même que la co-conception se fait quand même une fois que les briques sont quand même avancées. Voilà. Très clair. Y a-t-il des frais de gestion d'environnement qui sont prévus? De gestion d'environnement? De gestion / environnement. Oui. Alors ça, c'est... je crois qu'on ne l'a pas mis dans le cahier des charges, mais c'est 40% pour les établissements publics et 20% pour les entreprises. Ça, ce sont les frais généraux associés au salaire. Est-ce que le chef de file, justement, est obligatoirement un établissement de santé? Oui. Totalement oui. Pouvez-vous reconfirmer la différence entre les coûts d'investissement et de fonctionnement, les coûts d'investissement et de fonctionnement en effet, et les coûts liés à la réalisation du projet? Oui. Alors, donc les coûts d'investissement et de fonctionnement du tiers-lieu. Donc les coûts d'investissement, c'est l'achat d'équipements pour pouvoir ensuite réaliser les services qui sont proposés. Donc des machines, des équipements qui doivent rester dans le tiers-lieu et servir à plusieurs, servir ensuite pour réaliser plusieurs projets d'expérimentation. Les coûts de fonctionnement, ce sont quand même principalement les ressources humaines associées au fonctionnement du tiers-lieu hors service en soi. Et ensuite, donc les coûts des projets, c'est finalement le budget que va présenter mettons, l'industriel pour réaliser le test, le service. Donc, ce sont des coûts qui sont des coûts associés, des coûts qui vont être faits par le tiers-lieu, mais aussi par l'industriel. L'industriel va investir du temps pour accompagner le projet d'expérimentation. Et surtout aussi, il va utiliser admettons, le robot. Et donc, les frais d'utilisation du robot pendant l'expérimentation sont éligibles en termes d'amortissement. Donc, amortissement du robot pendant la réalisation du projet d'expérimentation. Et les implants, par contre, qui sont en fait considérés comme consommables, eux, leurs coûts ce sont les coûts soit de production, soit d'achat.
Il y a deux questions qui en forment finalement une seule. La deadline étant au 17 mars, est-ce qu'on peut se rapprocher de nos structures locales de BPI pour monter le projet? Et le complément de cette question finalement est, publierez-vous une FAQ? Alors oui, donc on prévoit pour les chefs de file, hein, on peut faire ce qu'on appelle des réunions de montage. On le prévoit pour chaque appel à projet. Donc revenez vers nous, je dirais, avec vous savez, on vous demande un PowerPoint de présentation du projet. Revenez vers nous avec un draft bien avancé quand même de ce PowerPoint que vous nous présenterez et sur la base duquel on pourra échanger et vous pourrez nous poser vos questions. Si vraiment vous avez des questions en amont de ça, plutôt qui vous servent à commencer, je dirais, vous pouvez revenir vers nous aussi. Voilà. Et a priori, Adrien me dit qu'on n'aura pas de FAQ particulièrement. En revanche, Adrien, c'est toi qui peux le dire, mais il y a une personne derrière l'adresse Oui, email. non, effectivement, il n'y aura pas de FAQ particulière pour cet appel à projet. Par contre, alors, je vais vérifier très rapidement, mais pour ce qui, en fait, on a effectivement, sur le site internet de l'appel à projet, tout en bas, vous avez une FAQ générique. Donc à tous nos appels à projets, vous pouvez aller vous renseigner d'abord pour des questions. Donc là, c'est questions de processus, des questions administratives et tout. Pour ce qui est des questions très spécifiques à cet appel à projet, très techno ou scientifique, là, vous pouvez, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail AAP France 2030, là aussi, l'adresse mail est en bas du site internet de l'appel à projet, dans le cahier des charges, etc. Vous pouvez écrire et puis on vous répondra en essayant de tenir au maximum des délais assez faibles. Très bien. Hop, sur la question de la souveraineté, on a un des participants autour de la table qui nous demande est-ce qu'il peut s'agir, en termes de souveraineté des partenaires, il peut s'agir d'une entreprise non française, mais qui a une entité, une filiale R&D en France, et c'est cette entité donc qui travaillerait sur le projet. Alors effectivement, donc BPI France peut aider toute entité française, enfin les entités françaises. Donc ça veut dire qu'une filiale française d'une entreprise étrangère est éligible. En revanche, la condition, c'est que cette filiale a développé l'innovation. Donc l'innovation La provient, R&D est je locale. dirais, la R&D est locale et l'innovation provient de l'entité française. Donc, il nous reste deux questions, mais qui sont associées justement à la présentation des coûts. Donc, le chef de file peut aussi présenter des coûts relatifs à la réalisation des projets d'expérimentation, par exemple les coûts des personnels relatifs à l'évaluation de l'impact médico-éco de la technologie support du projet d'expérimentation. Première question, je poserai l'autre ensuite. Oui. Effectivement, en fait, donc, dans le cas du projet d'expérimentation, le chef de file du tiers-lieu peut participe à la réalisation de ce projet. Donc, en tant que chef de file, il présente aussi ses coûts de réalisation du projet. Ok. Et donc, le personnel relatif à l'évaluation de l'impact médico-économique. Ok, ça marche. Donc, dans le cas qui nous intéresse, là, par exemple, les coûts de personnel relatifs à l'évaluation de l'impact médico-éco, ça fonctionne. C'est éligible. Oui. Ok. Est-il possible de mettre dans les coûts de fonctionnement de la structure des RH autres que pour l'animation du tiers-lieu, par exemple du personnel de recherche mutualisé qui interviendra sur le projet d'expérimentation? Mais je pense que c'est un petit peu similaire à la question à laquelle je viens de répondre. Donc effectivement, en fait, les personnels qui sont impliqués dans la réalisation du projet d'expérimentation peuvent être, leurs coûts peuvent être déposés. Donc soit directement en coût RH si ce sont des personnels
du chef de file, soit en sous-traitant si ce sont des personnels de partenaires. Très clair. Je crois que nous avons posé l'intégralité des questions du volet Q&R et conversation. Dans tous les cas, comme mentionné, nous republierons donc ce support et une question arrive bien évidemment à ce moment-là, au moment où je vous dis ça. Ok. Quelles sont les grandes différences? Alors, on les a expliqué tout à l'heure, les grandes différences d'orientation et de positionnement entre cet appel à projet et l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation santé numérique. On l'a abordé tout à l'heure, mais peut-être en d'autres termes. La différence, c'est ce qui est attendu en termes de technologie derrière. Donc, évidemment que dans la robotique, il peut y avoir du numérique, donc c'est entendable, mais néanmoins, dans l'appel à projet numérique, il était attendu des dispositifs médicaux numériques dans le cadre de cette expérimentation. Ici, on est sur de la robotique et de l'implant. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment le cœur, c'est la technologie qui va venir être testée dans le cadre de ce tiers-lieu qui demande tout de même pas les mêmes compétences et les mêmes organisations que ce que peut demander un DMN, par exemple. Après, néanmoins, comme je le disais, dans le cadre de centres hospitaliers qui auraient déjà développé ou de structures qui auraient déjà développé des tiers-lieux et été financés par des tiers-lieux numériques, il n'y a aucun problème, au contraire, à aller s'appuyer sur une structure qui est déjà existante. Et on pourra le prendre en considération et c'est pas excluant pour venir déposer un dossier sur le fait par contre que là c'est de la robotique et de l'implantable. Mais voilà, c'est pas, il y a pas de, ce n'est pas excluant et au contraire, vous pouvez aller vous appuyer sur des structures qui sont existantes. C'est pas en termes de pérennité, c'est voilà, c'est toujours ça de gagner, mais voilà, c'est la techno qui différencie quand même sur le fond la différence entre ces deux types de structures, enfin ces deux appels à projets. Oui, ce qu'on anticipe en termes d'impact, en tout cas les raisons finalement pour lesquelles ces tiers-lieux ont été mis en place, que ce soit une santé numérique comme MedTech, c'est l'objectif justement de réussir à centraliser, d'offrir également à la fois aux industriels et à la fois aux différents partenaires publics une porte unique d'entrée à ces sujets d'innovation et d'expérimentation et de ne pas nécessairement avoir à aller contacter ou à aller passer uniquement par du réseau personnel pour pouvoir tester aujourd'hui une innovation dans un milieu hospitalier notamment. Et comment s'articule du coup l'étude de médico-économique d'un robot porté par le tiers-lieu et l'appel d'offres PRME pour réaliser une étude médico-économique sur robot? Oui, je ne suis pas extrêmement familière avec les études PRME. En tout cas, le principe, c'est qu'on ne peut pas avoir ce qu'on appelle la redondance d'aide. C'est-à-dire que si certains travaux sont financés via certains mécanismes, en fait, ils ne peuvent pas être aussi financés par l'État via d'autres appels à projets. Donc, voilà, j'espère que je réponds à votre question. Semble en effet clair. Très bien, je vous propose donc 1 heure que nous avons commencé ce webinaire. Je propose de nous arrêter là donc pour le moment. Je remercie à nouveau, encore une fois, nos différents intervenants de s'être prêtés au jeu à la fois de la présentation et de cette session de questions-réponses. J'en profite également pour rappeler à l'ensemble des participants à ce webinaire, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos agences BPI en local, bien sûr, revenir vers vous et vous rapprocher également de vos pôles de compétitivité, à la fois pour les sujets d'identification de vos partenaires, potentiellement dans le cadre de la mutualisation, de la mise en place de ce consortium, également de la labellisation du projet. Ça reste un appel à projet et les pôles de compétitivité sont là justement pour vous accompagner dans ce process d'expertise et de labellisation de vos projets, que ce soit à travers les différents pôles de santé que compose le réseau Enosis, mais également aussi auprès de nos partenaires, donc d'identifier des partenaires à même de vous aider dans la rédaction du dossier, dans l'identification également de nouveaux partenaires ou de nouveaux appels à projets aussi. Donc merci à chacun de nos partenaires de nous accompagner pour ces événements, à nos différents pôles de compétitivité du réseau Enosis, bien évidemment, que je vois en conversation et que je salue. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée et un bon appétit. Peut-être un petit mot de la fin du côté de nos intervenants avant de nous laisser? Merci beaucoup et n'hésitez pas à nouveau, on attend vos projets impatiemment.
Oui, Oui, on Annette. est disponible pour répondre à des questions supplémentaires, hein. On est conscient que ça peut soulever beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Oui, et de la même manière que Peggy disait tout à l'heure qu'il peut être organisé des réunions de montage sur des dossiers qui sont déjà avancés et qui permettent voilà, de discuter vraiment plus concrètement d'un dépôt dans le cadre de projets qui ne seraient pas encore au clair sur son vrai alignement avec cet appel à projet. On est aussi là, moi entre autres, pour nous assurer en discuter cette fois-ci plus en amont peut-être sur l'équation entre cet appel à projet et votre projet. Il n'y a pas de problème à ce qu'après vous soyez réorienté aux besoins, mais je suis aussi disponible pour ce type de réunion. Parfait. Et dans tous les cas, si des questions, si des questions ont déjà été répondues dans le cadre de ce webinaire, oui, le webinaire sera rediffusé dans quelques jours, donc vous aurez l'occasion de le revoir une seconde fois. Merci à toutes et à tous pour Merci. votre participation. Excellent appétit, bonne journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne journée.